Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là dans le cimetière? Le narrateur a-t-il vraiment vu ce qu'il croyait voir? Ou bien a-t-il été l'objet de ses peurs, de sa terreur? A-t-il été le jouet de son imagination cauchemardesque? À moins que les morts ne se soient réellement levés de leur tombe. Oh là là, le gros rire qui fait peur. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Pour rappel, notre narrateur, après la mort de sa maîtresse, s'est enfui de son appartement, de l'appartement qu'il avait occupé avec elle, et il est allé se réfugier dans le cimetière dans lequel elle est enterrée. Il va y passer la nuit, et il prétend avoir assisté à un événement surnaturel. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? C'est ce qu'on va voir en étudiant ce texte, jeunes gens. N'oublions pas que nous sommes dans un récit fantastique. Or, une des caractéristiques de ce genre de récit, c'est que lorsque se produit un événement surnaturel, on a toujours la possibilité de l'expliquer par deux hypothèses. Une hypothèse irrationnelle, ici le fait que les morts soient effectivement sortis de leur tombe, ou bien une hypothèse rationnelle qui va pouvoir expliquer d'une manière complètement normale et logique ce qui s'est passé. À la recherche des fantômes. Eh bien, si on veut reconstituer ce qui s'est passé, il va falloir qu'on joue aux enquêteurs avec le témoignage de notre narrateur. Et puis peut-être qu'on reconstitue une chronologie des événements. Alors, je sais qu'au retour de son voyage, notre narrateur s'est rendu au cimetière et qu'il s'y est laissé enfermer. Il y est donc depuis la fin d'après-midi et il y a passé la soirée et une partie de la nuit. Tout ça le jour même de son retour. Alors justement, à ce propos, dans son témoignage, dans son récit, j'ai surligné les indicateurs spatio-temporels, c'est-à-dire les indicateurs qui nous permettent de nous repérer dans le temps et dans l'espace, et je les ai surlignés en rose. Le premier de ces indicateurs, c'est quand la nuit fut noire, très noire. Alors quand la nuit est noire, en principe, c'est qu'on est vraiment en plein milieu de la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin. Que fait-il? Eh bien, on a une série d'actions au passé simple. Il quitte son refuge, il se met à marcher et il erre, c'est-à-dire qu'il vagabonde. Oui, parce que jusque-là, il était dans l'ancien cimetière et il s'était réfugié dans les broussailles. Combien de temps dure cette nouvelle balade nocturne? Eh bien, en fait, on ne le sait pas vraiment. La mention qui nous est indiquée, c'est celle de « j'errais longtemps, longtemps, longtemps ». Enfin, quand même, si c'est répété 3 fois, on peut supposer que ça a dû durer vraiment longtemps. Alors notre narrateur avance avec un but précis, retrouver la tombe de sa maîtresse. Qu'il veuille la retrouver, ça n'a rien d'étonnant, puisque c'était son projet à la base de passer une dernière nuit en quelque sorte avec elle. Mais vous observerez comme moi qu'il n'y arrive pas. Regardez ce que j'ai surligné en jaune. Alors, si vous vous intéressez maintenant au temps conjugué, vous allez vous apercevoir que les 3 premières phrases sont au passé simple. C'est normal, notre narrateur reprend son action après s'être arrêté un moment. Que fait-il? Eh bien, il quitte son refuge, il se met à marcher, il erre longtemps. Après avoir raconté ces quelques actions au passé simple, notre narrateur utilise ensuite l'imparfait. Ces verbes à l'imparfait, je vous les ai soulignés en vert. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ces imparfaits? Ces imparfaits, ils ont une valeur de second plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en gros, ça veut dire que toutes les actions qui sont à l'imparfait, ce sont des actions qui ont eu lieu pendant la déambulation du narrateur dans le cimetière, pendant qu'il allait à la recherche de la tombe de sa maîtresse. Et d'une certaine manière, raconter ce qu'il a fait pendant ce très long temps où il s'est baladé dans le cimetière encore une fois. Alors, remarquez 2 choses dans ce passage. Dans ce très long moment où il se balade à nouveau dans le cimetière à la recherche de la tombe de sa maîtresse, première chose, c'est qu'il ne la retrouve pas. Il est donc complètement perdu, vous êtes d'accord avec moi? Deuxième chose, quand il se promène à ce moment-là, on est dans une nuit noire, il a insisté largement là-dessus, tellement noire d'ailleurs qu'il n'y voit rien. C'est pourquoi il est obligé de toucher, de palper les pierres, de lire les noms sur les tombes, mais avec les doigts en les promenant sur les lettres comme un aveugle.
Alors, il doit être approximativement 2 ou 3 heures du matin. On n'y voit absolument rien. Le narrateur est complètement perdu au milieu des tombes. C'est pas surprenant alors de le voir paniquer. Les phrases exclamatives, les points d'exclamation s'accumulent, c'est normal. Le sentiment de panique, il est aussi rendu évidemment par les répétitions. Quelle nuit, des tombes, des tombes, des tombes. Et le groupe nominal des tombes est répété en tout et pour tout 6 fois de suite. L'impression que construit cette répétition, c'est l'impression d'un personnage qui est littéralement assailli par ces tombes. C'était déjà le cas un petit peu avant, hein, quand il les a heurtées, ces tombes, avec ses mains, ses pieds, ses genoux, sa poitrine, sa tête elle-même. On a l'impression que c'est tout son corps qui est envahi par cette présence des tombes. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Un type qui est dans un cimetière, en pleine nuit, à 2 heures du matin, qui n'arrive pas à retrouver son chemin, et qui a peur parce qu'il touche partout des tombes, c'est normal. Alors, la conclusion de cette errance dans le cimetière, c'est le fait de s'asseoir sur une tombe. C'est la dernière phrase qui l'indique. On est dans la suite logique des actions importantes de premier plan qui sont au passé simple. Je quittais mon refuge, je me mis à marcher, j'errai longtemps, et enfin, je m'assis sur l'une d'elles. Le narrateur indique avec la conjonction de coordination « car », la raison pour laquelle il est obligé de s'asseoir, c'est parce que ses genoux fléchissaient. Mais pourquoi ses genoux fléchissaient? Parce qu'il était en proie à la panique, bien sûr, mais encore, il y a une autre raison, réfléchissez bien. La fatigue. En effet, notre personnage, il est de retour d'un long voyage, il a une journée dans les jambes, et là-dessus, il file au cimetière, il marche des heures dans le cimetière, il se laisse enfermer, il y passe déjà une moitié de la nuit. Rien d'étonnant alors, à ce qu'en plus de la peur, il soit fatigué. Bien, quoi qu'il en soit, retenez donc bien qu'à ce moment du texte, notre narrateur est assis sur une tombe et qu'on peut donner à cela au moins 2 explications. L'une est la plus logique, c'est la panique, mais une autre ne doit pas être exclue, c'est la fatigue. Et l'un n'annule pas l'autre. À ce moment du texte, la ponctuation est encore très forte, signe manifeste de l'agitation du narrateur. Il entend battre son cœur, et vous vous souviendrez que dans l'extrait précédent, on a un champ lexical des sensations qui est très développé. C'est normal dans la mesure où le narrateur ne voit rien. Et puisqu'on ne voit rien, on doit donc se concentrer sur les autres sens. Ici notamment l'écoute, l'ouïe. Et que notre narrateur entende battre son cœur, ça n'a rien d'anormal vu l'état de panique dans lequel on vient de le laisser. Alors, le bruit du battement de cœur, qui est clairement identifié, va laisser la place à un autre bruit beaucoup moins clair. Et à ce propos, vous relèverez tout le champ lexical de l'incertitude sur ce bruit. Cet autre bruit qu'il entend, il ne sait pas le définir, c'est une chose, autre chose. L'interrogatif « quoi » interroge évidemment sur la nature de cette chose, et enfin, quand il essaye de le décrire, il ne peut le décrire qu'avec des adjectifs là encore très imprécis, un bruit confus, innommable. La phrase interrogative qui suit nous offre 2 hypothèses, 2 interprétations pour ce bruit. Ce bruit, il est peut-être tout simplement produit dans la tête affolée du narrateur, ou bien il est produit sous la terre mystérieuse, sous la terre ensemencée de cadavres humains. La question est posée, mais elle reste sans réponse. Le narrateur ne nous répondra pas par rapport à la nature et à l'origine précise de ce bruit. Donc, les 2 hypothèses restent valables. Et moi, qui suis quelqu'un de rationnel, eh bien je n'exclus pas du tout le fait simplement que notre narrateur, il soit pris par la peur et que ce bruit soit simplement une production de son esprit perturbé. Ah, eh bien on ne peut pas trancher. La seule réponse qu'on a qui suit notre phrase interrogative, c'est le fait que le narrateur regarde autour de lui. Il y a évidemment un lien avec ce qui précède. S'il regarde autour de lui, c'est pour savoir d'où vient ce bruit. Mais vous remarquerez qu'à ce moment-là, il ne voit encore rien. Mieux que ça, on a de nouveau un indice chronologique. Combien de temps je suis resté là? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais ça indique au moins que du temps s'est écoulé entre le moment où il a regardé autour de lui et la suite du texte. Ce qui prouve bien que quand il s'est interrogé pour savoir d'où venait ce bruit, il a regardé autour de lui et il n'a rien vu de spécial. En revanche, ce qui est notable dans la suite, c'est l'énumération que fait le narrateur.
Dans cette énumération, on est frappé par les termes qui sont utilisés qui sont tous très très forts, on pourrait même parler d'hyperbole. Les hyperboles renvoient à l'état encore une fois de panique du personnage, paralysé par la terreur, ivre d'épouvante, prêt à hurler, prêt à mourir. Vous noterez la gradation aussi dans cette énumération. Et c'est dans ce moment où le narrateur est vraiment le plus en proie à la panique que l'événement surnaturel va surgir. Est-ce tellement surprenant ? Il a déjà émis tout à l'heure l'hypothèse que sa tête était peut-être affolée par la situation. Alors est-ce qu'il a vraiment vu ce qu'il prétend avoir vu ? On a quand même pas mal de raisons d'en douter, vous allez le voir. Alors, l'adverbe soudain nous indique le déclenchement de l'événement surnaturel. Eh bien déjà, c'est pas clair. Notre narrateur n'est pas sûr du tout que la dalle de marbre sur laquelle il est assise remue. C'est une impression qu'il note avec une modalisation, c'est comme ça qu'on appelle ce procédé grammatical, qui est signifié par le verbe « il me semble à que ». C'est ce tour-là, « il me semble à que », qu'on appelle une modalisation. La modalisation, ça sert à atténuer un peu l'expression de votre propos. Là, par exemple, vous exprimez une incertitude par rapport à un fait, le fait que la dalle de marbre se lève et remue. Mais notre narrateur, il va vite oublier la modalisation, les précautions, pour être beaucoup plus affirmatif. Certes, elle remuait, et je vis, oui, je vis la pierre. Il reprend un peu plus tard encore le verbe voir, ce coup-ci à l'imparfait. Je voyais qu'il va renforcer avec l'adverbe, je voyais très bien. Alors là, observez par exemple qu'il fait usage du passé simple et de l'imparfait pour le verbe voir. Quand la première fois, il utilise le passé simple pour dire « je vis », il utilise un passé simple qui renvoie à l'idée que cette chose qu'il a vue, il n'a pu la voir qu'une fois, d'une manière très rapide. En revanche, quand il utilise l'imparfait « je voyais très bien », c'est à l'imparfait parce que c'est une action qui s'inscrit dans la durée. Ce qu'il veut montrer par là, c'est qu'il n'a pas été témoin d'une chose rapide qui s'est déroulée sous ses yeux, qui a immédiatement disparu. Il a été témoin de quelque chose qui a duré longtemps. Et il y a pourtant quelque chose qui n'est pas logique dans son histoire, et c'est lui-même qui le souligne d'ailleurs. Moi, je voulais surligner en jaune, c'est l'opposition qui suit le verbe voir. Il voyait très bien, quoique la nuit fût profonde. Comment fait-il pour voir alors qu'il fait nuit noire ? Ouh, ça m'énerve. Eh bien oui, ça ne tient pas du tout la route cette histoire-là. Comment pourrait-il tout à coup voir parfaitement clair en pleine nuit, alors que juste avant, n'est-ce pas, il s'est heurté partout aux tombes et il n'y voyait strictement rien, au point qu'il a dû s'asseoir parce qu'il n'arrêtait pas de se cogner à des tombes. Exactement. Et il est même maintenant capable de lire les épitaphes, alors que juste au-dessus, il avait précisé « je lisais les noms avec mes doigts en les promenant sur les lettres ». Ça n'a pas de sens. Il divague, c'est tout. Oui, en effet, tout n'est pas très logique dans cette histoire. Mais pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut aller à la fin du texte. Alors, laissons de côté le moment de l'apparition des fantômes et allons directement à la fin de l'histoire. Notre narrateur court rejoindre la tombe de celle qu'il aime, c'est du moins ce qu'il affirme. Il va vers elle, sûr de la trouver aussitôt, et en effet, il la trouve quasiment aussitôt, il la reconnaît de loin, de même qu'il reconnaît la tombe et qu'il trouve très facilement la tombe de sa maîtresse sur laquelle il voit que l'épitaphe a été changée. Et là encore, on s'étonnera de voir le narrateur trouver très facilement le chemin de cette tombe, alors même que, il faut se rappeler du début de l'extrait, il était complètement perdu et incapable de le faire précédemment. Alors qu'est-ce qui permet d'expliquer ce qui s'est passé ? Eh bien peut-être la dernière phrase. Il paraît qu'on me ramassa inanimé au jour levant auprès d'une tombe. Vous noterez que le narrateur dit auprès d'une tombe. Le déterminant est indéfini. Ça a son importance. Parce que si on l'avait retrouvé auprès de la tombe de sa maîtresse, il n'aurait pas dit une tombe qui pourrait être n'importe laquelle au hasard. Il aurait dit « on me ramassa auprès de la tombe de ma maîtresse » ou auprès de sa tombe. Et à partir de quel moment son récit est devenu complètement incohérent ? À partir de quel moment on s'est dit « mais enfin ce qu'il nous raconte ne tient pas debout, n'a plus de sens ?» Eh bien au moment où il s'est assis au milieu des tombes sur l'une d'elles. Ah non mais pour moi c'est parfaitement clair. Il s'est assis sur une tombe, il s'est endormi là, ou bien il s'est évanoui. À partir de là, il commence à divaguer complètement, il croit qu'il voit des fantômes, mais tout ça c'est dans son imagination, ou peut-être mieux, dans un rêve, et on le
retrouve inanimé auprès d'une tombe qui n'est autre que celle sur laquelle il s'est assis. C'est tout. Alors bien de deux choses l'une, ou bien il s'est évanoui sous l'effet de sa propre frayeur, ou bien tout simplement il s'est endormi sous l'effet de sa fatigue. On peut même imaginer les deux choses en même temps, hein. Il s'est évanoui ou bien il s'est endormi sous l'effet conjugué de sa frayeur et de sa fatigue. Et à partir de là, on voit des fantômes, c'est normal. Des fantômes, comme si ça existait. Que les fantômes se soient levés de leur tombe ce soir-là ou pas, on n'en aura jamais la certitude. Et au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que cet événement nous apprend sur l'humanité. Ces fantômes se sont dressés pour corriger leurs épitaphes et rétablir la vérité sur leur vie. Ils ont effacé les éloges flatteurs et on voit apparaître le visage d'une humanité corrompue, dégradée, humiliante, violente. Et même la maîtresse du narrateur, qu'il a pourtant si profondément aimé, l'a trahi. La vision que Maupassant nous propose de l'humanité dans ce texte est bien triste. Elle se divise en deux catégories, ceux qui font du mal aux autres et ceux qui en sont les victimes. Il n'y a pas d'héroïsme et il n'y a pas de romantisme dans la manière dont Maupassant regarde le monde. L'être humain, pour Maupassant, est plus souvent un être médiocre et ordinaire qu'un être sublime. Bon, en même temps, Maupassant n'est pas tellement connu pour sa vision super optimiste de l'humanité, hein. C'est même plutôt le contraire. Chez Maupassant, il n'y a rien qui soit vraiment sacré, grandiose, et vous voyez que même l'amour et les grands sentiments, au final, ça se résume la plupart du temps à des histoires de trahison. Eh bien, quoi vous dire d'autre, sinon que j'espère que cette étude de la morte vous a plu. Quant à savoir si les fantômes existent.